Vous avez débuté le HCLF, mais vous ne voyez pas de résultat. Pas de perte de poids, vous êtes fatigué, bref, tout le contraire de ce que vous promet cette alimentation santé. Il se pourrait bien que vous fassiez une ou plusieurs erreurs qui peuvent pourtant être très facilement corrigées. Voyons tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler des 7 erreurs que je vois le plus souvent en cabinet lors des consultations avec mes patients qui se sont lancés dans le HCLF. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail indiquée en description. Nous allons donc en voir 7, mais ce sont vraiment celles que je rencontre le plus souvent. Il y en a d'autres. Et c'est normal de faire des erreurs, c'est pas grave. C'est même comme ça qu'on apprend souvent. C'est donc pas une vidéo pour vous culpabiliser, mais pour vous aider à redresser la barre et à pouvoir vous sentir bien, à vous épanouir avec cette alimentation. Parce que vous verrez que d'une fois qu'on est à l'aise avec le concept, c'est un pur bonheur, on ne revient pas en arrière. Mais forcément, lorsqu'on passe d'une alimentation omnivore classique à du HCLF, c'est quand même un pas de géant. C'est comme passer de la danse classique à la tectonique. Il faut changer complètement sa façon de voir les choses parce que tout ce qu'on pensait être sain avant, tout ce qu'on nous préconisait, les diététiciens, les nutritionnistes, tout ce qu'ils nous préconisaient en termes de quantité, de qualité, sera totalement différent en HCLF. D'ailleurs, si vous voulez voir les résultats que vous pouvez obtenir avec l'alimentation HCLF, j'ai sorti une vidéo avec des témoignages que j'ai reçus de personnes qui se sont lancées dans cette alimentation. Je vous la mets dans le petit, ici au-dessus et en description. On va commencer par l'erreur que je vois le plus souvent, ne pas manger assez. Avant, sur une alimentation classique, vous mangiez plus de protéines et de gras. Maintenant, en HCLF, vous mangez une majorité de glucides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines et le gras, c'est d'une part très difficile à digérer pour votre organisme. Ça va impliquer que vous allez vous sentir lourd. Vous aurez une lourdeur sur l'estomac, bien plus longtemps qu'avec du HCLF, puisque le séjour du bol alimentaire sera plus long, 4 à 6 heures sur une alimentation classique, contre 1 à 2 heures seulement avec du HCLF. Et cette sensation de lourdeur va s'apparenter à du rassasiement pour vous. Vous allez vous sentir rempli. Vous n'aurez plus envie de manger. Mais en fait, c'est plus un inconfort, si vous voulez. C'est par inconfort que vous n'aurez plus envie de manger. Et d'autre part, le gras, c'est très très calorique. Pour 1 gramme de gras, on obtient 9 calories, alors que pour 1 gramme de glucides, on obtient 4 calories. Et donc les glucides sont plus de 2 fois moins caloriques que les lipides. Il faut donc manger plus en termes de quantité. Même si au début ça fait peur, ça je le conçois. Mais si vous ne mangez pas assez, vous allez avoir faim. Et vous aurez envie de vous jeter sur des aliments caloriques entre les repas. Des aliments concentrés en calories. Et nous avons vu que le macronutriment le plus concentré en calories, c'est le gras. Et bien entendu, on ne va pas avoir envie de manger du gras tout seul, genre du beurre ou de l'huile à la cuillère. Personne n'a une furieuse envie d'une cuillère d'huile d'olive au milieu de l'après-midi. Mais vous allez avoir envie d'une saveur que votre palais, vos papilles vont reconnaître. Et quelque chose qu'on adore, puisque c'est notre nutriment physiologique, c'est le sucre. Et comme vous le savez, sucre et gras égale prise de poids. Oubliez donc les conseils minceurs qui datent d'un autre siècle et qui vous disaient de prendre une assiette à dessert au lieu d'une assiette de taille normale pour moins manger. Ça ne fonctionne pas en HCLF, ça. Deuxième erreur, et c'est presque la pire, j'ai envie de dire, oui, c'est la pire, ne pas calculer correctement la part de lipides dans les aliments. Combien de personnes arrivent chez moi pour me dire qu'ils calculent tout bien, qu'ils consomment des produits très pauvres en gras, comme je le recommande, mais qui prennent quand même du poids. C'est pas possible. Il faut donc chercher, creuser, et souvent je constate que ce qu'ils croient être très peu gras est en fait très très gras. Parce que les gens ne considèrent pas le ratio total calorique de l'aliment versus calories de gras. Je vais vous faire prochainement une vidéo analyse d'étiquette pour vous montrer comment calculer le pourcentage de lipides dans un aliment. Et vous verrez qu'avec l'habitude, rien qu'en regardant quelques petits points sur une étiquette, vous allez déjà pouvoir vous faire une idée. Ce qui pousse à l'erreur en fait, c'est que sur l'étiquette, on a plusieurs types de mesures différentes.
on a un total calorique de l'aliment, mais pas un total calorique des graisses qui sont contenues dans l'aliment. On a simplement le nombre de grammes de gras. Mais les grammes ne sont pas équivalents aux calories, on est d'accord, hein, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de maths. Puisque 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Bon, ça serait trop long à vous expliquer ça ici, alors je vous ferai cette petite vidéo explicative en parallèle parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Troisième erreur, vouloir continuer ou même commencer un jeûne intermittent sur une alimentation HCLF. Alors attention, ça peut fonctionner. Je le vois sur certains patients, ça peut fonctionner, mais sur des personnes qui n'ont jamais pris de petit déjeuner de leur vie. Parce que ces personnes vont compenser sur les autres repas. Et encore, moi je ne le conseille pas, mais ça peut fonctionner. Le problème avec le jeûne intermittent, c'est que vous n'allez plus écouter vos sensations de faim. Vous allez forcer votre corps à ne pas recevoir d'énergie pendant une certaine période, alors que lui, il vous la réclame à grands cris. Et à force, ce pauvre corps, ce pauvre organisme va s'habituer à cet état de manque et il va finir par se taire. Il va plus vous donner les signaux de faim. Mais ça ne veut pas dire qu'il se sent bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est bien dans cet état, c'est juste qu'il a baissé les bras à force. Et résultat, vous vous affamez et vous allez par la suite craquer sur des aliments gras. Si vous regardez dans la nature, les animaux utilisent le jeûne uniquement pour assurer leur survie, pour hiberner, parce que ils ne trouvent pas de nourriture ou parce qu'ils sont malades. Mais aucun animal ne va se priver de nourriture lorsqu'il se sent parfaitement bien. En fait, le jeûne va à l'encontre des principes du HCLF. En HCLF, vous pouvez manger à volonté en tout temps. Les bons aliments, hein, évidemment, pas n'importe quoi. Et si vous êtes adepte du jeûne pour une raison de santé, pour une détoxification, un nettoyage, sachez qu'en HCLF, vous avez une alimentation propre qui ne va pas engorger vos organes, qui ne va pas surcharger votre organisme et que du coup le jeûne devient inutile. Les personnes qui jeûnent ont une alimentation riche en gras, en protéines et en produits animaux en général. Le corps va donc être surchargé, ne parviendra plus à éliminer normalement, d'où la nécessité du jeûne. Vous verrez jamais quelqu'un qui mange que des fruits, un fruitarien, faire un jeûne, ça n'existe pas. Mais votre corps sait se nettoyer. Il sait éliminer sans jeûner si vous ne le surchargez pas. C'est comme le filtre de votre lave-linge, on va dire. Si vous ne mettez pas de vêtements qui peluchent à l'intérieur, le filtre ne va pas se salir. Par contre, si vous allez mettre des jeans pleins de fils qui pendouillent, vous savez, jeans troués là, avec des mouchoirs en papier et des emballages de bonbons plein les poches, votre filtre va se boucher à force et vous devrez le nettoyer. Mais il faut savoir que rien que la nuit, vous faites un jeûne de plus de 12 heures puisque vous prenez votre dernier repas, aux environs des 19 heures, puis le premier le lendemain matin aux environs des 7 heures, disons. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo sur le jeûne que je vous mettrai dans le petit, ici au-dessus et en description, si ça vous intéresse. Quatrième erreur, continuez à boire du café. Il y a 2 soucis avec le café. C'est un excitant et c'est un coupe-faim. Pauline de la chaîne Douce Frugalité a fait une vidéo sur le café et surtout des conseils pour comment arrêter d'en consommer. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en description. Allez la voir, elle est très bien faite. Alors, certains se servent du café comme coupe-faim parce que la caféine agit sur les hormones qui influent sur votre appétit et vous ressentirez moins le besoin de manger. C'est aussi un stimulant qui va produire une fausse énergie, qui va en fait imiter l'énergie naturelle produite par le glucose. En d'autres termes, c'est une drogue, le café. La drogue ne va pas vous nourrir, mais elle va influer simplement sur votre système nerveux. Au fond, vous êtes fatigué, mais la substance va donner une fausse information à votre organisme, va le duper si on veut. Essayez de priver un accro au café de cette substance et vous verrez le réel état physique et psychologique de la personne. Si vous donnez du sucre à quelqu'un, le corps va transformer ce sucre en énergie. C'est une véritable énergie
qui est produite par notre organisme à partir de son carburant préféré, le glucose. Contrairement à la caféine, qui est apportée de l'extérieur et sera utilisée directement, les molécules seront directement utilisées sans transformation et ça viendra simplement interférer avec le bon fonctionnement de l'organisme. Bon, bref. L'énergie doit venir de votre alimentation, et un point c'est tout, et pas de substances comme la caféine, ou la nicotine, ou je ne sais quoi. Parce que le jour où vous allez arrêter le café, ou du moment où votre shoot de caféine va redescendre, vous allez avoir faim. Et c'est là que vous allez manger n'importe quoi. Donc, au pire, si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de votre café quotidien, un petit café le matin, pas trop fort, faites-le, mais par pitié, mangez. N'utilisez pas ça comme un coupe-faim. 5e erreur, c'est vouloir aller trop vite. Vous étiez omnivore avec une alimentation bien grasse et bien protéinée, pleine de produits animaux jusqu'à hier, et aujourd'hui, vous passez vegan HCLF. Votre organisme ne va pas apprécier du tout, il va plus rien comprendre. Alors oui, on peut se lancer dans le HCLF à tout moment. À chaque moment de sa vie, on peut se dire oui, je veux passer en HCLF. Mais c'est comme le sport. Vous n'allez pas passer de assis sur votre canapé toute la journée à courir un marathon du jour au lendemain. Prenez le temps. Je vois trop de gens qui mettent la barre tellement haut, qui se découragent et qui arrêtent. Alors, d'abord on se lève de son canapé et on fait quelques pas. Ensuite on va marcher dehors, puis on va courir, etc., etc. Donc on diminue les produits animaux, puis on les arrête, puis on prend un repas de fruits le matin, puis on diminue le gras progressivement, etc., etc. Une transition sur quelques semaines ne va pas vous faire perdre un temps précieux. Permettez-vous de changer vos habitudes tranquillement. Parce que vous allez changer ces habitudes, je l'espère pour vous, pour le restant de votre vie. Donc soyez bienveillant envers vous-même. Votre organisme, c'est pas une machine avec un bouton on-off. Rien que votre microbiote, il va devoir s'adapter. Pour l'instant, vous avez des bactéries de putréfaction en majorité, dues à la grande consommation de produits animaux, de protéines et de gras. Mais avec le HCLF, vous allez passer à une flore en majorité de fermentation pour digérer les fibres que vous allez apporter à votre corps. Et le microbiote, ces bactéries, ce sont des êtres vivants qui vont se multiplier, mais il leur faut du temps. Voilà pourquoi vous pouvez vous retrouver avec des inconforts digestifs au début. Alors patience, laissez votre corps s'adapter à cette nouvelle alimentation dont il n'a pas l'habitude. 6e erreur, ne pas adapter son mode de vie. Vous passez en HCLF, mais vous continuez à faire la fête tous les week-ends, à boire de l'alcool, à vous coucher à pas d'heure. Avec 4 heures de sommeil par nuit, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Le HCLF, ce n'est pas seulement une alimentation. C'est un art de vivre, un mode de vie sain. La santé, c'est une démarche holistique. Alors, je ne dis pas que vous devez devenir moine bouddhiste et méditer toute la journée, loin de là, mais il faut être conscient que si vous avez certains comportements, ceux-ci peuvent influer sur votre bien-être et votre façon de vous alimenter. Tout est dans l'équilibre. Le plus important, c'est, je dirais, le sommeil, 8 heures de sommeil par nuit, l'hydratation, 2 litres d'eau par jour. Là, je vous parle d'une moyenne. Après, on adapte à la saison. En été, on boit plus, par exemple, au moment où, voilà, vous adaptez. L'alcool, par exemple, votre corps peut en gérer un peu. Vous n'allez pas mourir de boire 1 ou 2 bières dans la semaine, mais il faut savoir doser. Je vous l'explique dans ma vidéo sur les 7 aliments toxiques pour votre foie, que je vous mettrai aussi dans le petit ici au-dessus et en description. Mais de toute façon, vous sentirez bien vite par vous-même lorsque vous exagérez. Et pour l'activité physique, au début, vous allez peut-être devoir vous forcer un peu à sortir marcher 30 minutes par jour, mais vous verrez que bien vite, toute l'énergie que vous allez trouver via cette alimentation va vous pousser d'elle-même à faire du sport. En tout cas, à vous bouger davantage, à avoir une activité physique. Et ensuite, c'est un cercle vertueux, en fait, comme je vous le dis toujours d'ailleurs. Alors, enclenchez la boucle et d'une fois que c'est fait, tout va rouler pour vous. 7e et dernière erreur, et celle-ci, elle est particulièrement destinée à la jante masculine.
continuez à manger trop de protéines par peur de perdre vos muscles ou de ne plus en prendre. Alors, le HCLF, c'est basiquement high carb, low fat. Donc, beaucoup de glucides et peu de gras. Mais dans ce calcul, on oublie souvent les protéines dans l'histoire. Et pour certains, c'est bien pratique de les oublier. Oui, messieurs, manger des protéines sous forme de légumineuses, c'est une chose. Mais certains, pour les besoins de leur sport de salle, par exemple, vont prendre des poudres de protéines. Et là, ça devient un peu plus problématique. Déjà, il faut savoir que les besoins quotidiens en protéines pour un adulte sont de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et un homme de 80 kg va donc manger 64 g de protéines par jour. Et ça va très très vite, parce qu'on trouve des protéines partout, même dans les fruits. Dans les pruneaux, la prune violette, je ne sais pas pour les Français comment vous l'appelez, je crois que vous appelez ça un pruneau, on trouve 2,2 g de protéines au 100 g. Dans les pois chiches, il y a 19 g de protéines au 100 g. Sachant que le besoin quotidien des 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps est calculé très très large. C'est vraiment pour être sûr qu'en cas de mauvaise assimilation, on en ait encore suffisamment. Vous pouvez donc facilement réduire ce chiffre. Bien le réduire. Mais bon, tout ça pour dire que toute la place que vous allez accorder à ces protéines supplémentaires, ces protéines inutiles finalement, ça sera une place que vous n'allez pas laisser pour les autres végétaux, tels que les fruits frais, les légumes frais, les céréales, les féculents, de manière générale, qui, eux, vous apporteront bien plus de nutriments que ces simples protéines. Le souci se trouve également au niveau de la digestion, puisque les protéines sont digérées par la flore qu'on appelle la flore de putréfaction, qui est présente dans le côlon et qui métabolise les protéines. Il y aura un déséquilibre de la flore intestinale qui peut mener à des dysbioses. L'excès de flore de putréfaction peut être à l'origine de corps aromatiques nauséabonds et d'amines toxiques. Par nauséabond, j'entends des gaz et des péodorants, si vous n'avez pas compris. C'est aussi à l'origine de la constipation, s'il y a trop de protéines. Et les amines toxiques, ce sont des acides aminés toxiques, principalement les acides aminés soufrés, comme la cystéine et la méthionine, qui sont présents dans les aliments riches en protéines. Ces acides aminés sont liés à un risque plus élevé de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, de diabète, de NASH, de stéatose hépatique non alcoolique, donc la maladie du foie gras. Il y a aussi un problème avec d'autres acides aminés comme la leucine, l'isoleucine, la valine, qui, s'ils ne sont pas correctement métabolisés, vont s'accumuler avec leurs sous-produits toxiques dans le sang et les urines, ce qui va provoquer certains troubles. Bref, les protéines, un peu, mais pas trop. De toute façon, le trop-plein va finir dans les toilettes puisqu'il ne sera pas assimilé. Et finalement, ce qui construit le muscle, c'est l'exercice avant tout. Les protéines sont un marché juteux pour l'industrie du fitness et du sport. Quand je vois le prix de ces protéines, c'est indécent. Alors, ne soyez pas le dindon de la farce, s'il vous plaît. Bon, il me semble que cette vidéo devient un peu trop longue, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous aurez trouvé une réponse ou une solution si vous aviez des difficultés avec la transition vers le HCLF. Je reste à votre disposition dans les commentaires pour toute question que vous pourriez avoir. Via Felicia à tous!